Chapitre 4. 4. L'élaboration de la Constitution centenaire. La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Charles de Gaulle. En peu de mots, vous allez comprendre ce qu'est la Constitution, et ce pourquoi elle est sacrée, et que son existence s'avère capitale pour la vie nationale. Ainsi, en recevant ce briefing sur -1, la nature, -2, l'existence, -3, et le mouvement de la Constitution, vous saurez pourquoi il nous faille en rédiger un qui soit durable. Juste et intouchable. 1. Introduction au 4e point de mon projet de société congolais, lors d'une émission que je faisais avec Jean-Louis, sur la radio de la communauté congolaise, basée à Chicago, sur laquelle j'exposais l'importance de tenir une seconde conférence nationale souveraine congolaise. Le journaliste me posa la question de savoir pourquoi nous voulons toujours parler de constitution, à chaque amorce d'une ère politique. Je lui signifiais ce qu'est une constitution, en tant qu'acte de naissance d'un État, par rapport au régime qui prévale. Je prenais l'exemple de l'inviolabilité de la Constitution américaine, laquelle, en son 2e amendement, prévoit que chaque citoyen américain a le droit de porter une arme, pour sa défense personnelle. Et je lui montrais combien est-ce que cela a rendu riches les manias de la production des armes à feu, et pourtant, cela a malheureusement enrichi le nombre de pertes humaines des victimes de la barbarie de ceux qui portent ces armes, pour s'en défendre, et qui en usent pour meurtrir les gens. Tous les présidents sont impuissants devant ce 2e amendement de la Constitution américaine. Barack Obama en a même pleuré. Mais que voulait-il faire? C'est la Constitution américaine. Ils ne peuvent abolir cet amendement. Ils ne peuvent que l'amender. Car il déclare, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Si cela se passait au Congo, trait d'union Brazzaville, Sassou III aurait tout simplement fait ce que bon lui semble. Mais, cela est la manière barbare de considérer la Constitution. Voilà ce que nous devrions faire comprendre aux Congolais lambda. 2. Développement du 4e point de mon projet de société congolais. Nous devrions aborder la question de la Constitution à élaborer pour que nous puissions aborder les questions de la création du nouveau Congo, auquel nous tous nous aspirons. 2.1. Définition de la Constitution. Qu'est-ce qu'une Constitution? Qu'est-ce qu'une Constitution nationale? Reconnaissons que la Constitution est la loi fondamentale qui fixe -1, l'orientation, -2, l'organisation et -3, le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États, dans le cadre d'un État fédéral ou d'une fédération. Elle est l'acte de naissance ou l'acte de nativité d'un État. Il est l'acte fondateur d'une nation. Dans nos nations africaines, la Constitution prend aussi la forme d'un acte fondamental d'un régime au pouvoir, vu la manière dont l'histoire de nos nations exprime ce qu'est la Constitution. Aussi, la Constitution demeure-t-elle sacrée. Elle expose le principe du gouvernement humain dans une nation. Elle fixe les bornes du pouvoir de toute gouvernance en face de tous les gouvernés. Elle arbitre le gouvernement humain pour attester combien la vie humaine est sacrée, par rapport au principe attestant que tout être humain est libre, et bénéficie des droits et devoirs égaux, par la juste répartition de l'héritage national, qu'il acquiert par son droit de naissance. Toute la politique, ou la gouvernance, ou l'administration se mirent devant la Constitution nationale. Le rapport de la politique, de la gouvernance ou de l'administration, s'exprime en ce que cette dernière sera testée, et sera mise en exergue par rapport à la relation que cette dernière aura en face de la Constitution. Ce qu'une administration, ou une gouvernance, ou une politique fait de la Constitution expose ce qu'elle est. C'est pourquoi nous reconnaissons ou jugeons la consistance bonne ou mauvaise ou mitigée d'une gouvernance, par rapport à la tenue de n'importe quelle politique en face de la Constitution. Cependant, la valeur de la Constitution d'un État varie selon le régime en place. Ce qui est sûr et certain est qu'elle a généralement une valeur supérieure à la loi. Elle est à la fois, -1, l'acte politique, et -2, la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports, entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État, considéré en tant qu'unité d'espace géographique et humain, effectivement dans l'espace et le temps. La Constitution protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs. Et cela, précisément, en face de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, et de la force armée. Si la fonction juridique veut que la Constitution fonde et encadre juridiquement l'État, il est entendu que l'histoire politique la précède, et peut lui conférer à la fois sa légitimité circonstanciée et la permanence de son autorité.
Cette histoire politique est alors réintroduite dans le droit, en étant qualifiée de pouvoir constituant primaire, lequel est le pouvoir souverain qui établit une nouvelle constitution. Elle représente les intérêts généraux de la nation et en protège la réalisation quotidienne pour quiconque demeure dans son sein. La gloire de la Constitution en démocratie. Plusieurs pays honorent la gloire de la Constitution, en démocratie, et maintiennent une conscience nationale, par un jour de célébration officielle ou de fête nationale, ou de fête fédérale, ou de jour de la Constitution ou Constitution Day en anglais. Cette célébration nationale a valeur de déification, en quelque sorte de la Constitution. Car, ceux qui font cela reconnaissent en la Constitution, une entité politico-juridique supérieure, qui trône au-dessus du peuple souverain. Car ils savent que quiconque fait partie intégrante de cette nation est une constituante de cette Constitution. Ils se retrouvent dans le corpus de la Constitution, et sait quel intérêt il en soutire, comme droit et devoir. La déification de la Constitution est une loi absolument importante, parce qu'elle unifie la population d'un État, et renforce la population qui se soumet à elle, sans exception, dans un principe qui égalise tous ceux qui en sont soumis. Elle comme Dieu pour une religion, elle fixe les règles du savoir, du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-vivre. Et tous les humains doivent être égaux en face de la Constitution, car elle est pour tous et pour toutes. Elle est l'instrument de régulation de toute action qui puisse s'entreprendre dans toute la gestion d'une nation. Le terme Constitution est également utilisé pour désigner, -1, les règles fondamentales d'organisation autres que des États souverains. C'est dans ce sens que l'on parle, par illustration de, -1.1, la Constitution de l'OIT, -1.2, du projet de Constitution européenne, ou -1.3, de la Constitution civile du clergé. Il serait toutefois plus correct, pour ces organisations, d'employer les termes, -1.3.1, de traité ou -1.3.2, d'acte fondateur. Dans des États fédéraux, un État fédéré peut avoir aussi sa propre constitution, comme la Californie aux États-Unis. L'inviolabilité de la Constitution, dans une nation au sein de laquelle il y a des citoyens matures en sociopolitique, la Constitution est sacrée et inviolable. Toute violation de la Constitution exprime la folie de quiconque agit ainsi contre elle. Elle ne se trafique point. On n'y ajoute rien et on n'y retranche rien. Cependant, la Constitution est progressivement l'objet d'amendements. Il est question de ce que l'on appelle le plus souvent, une rédaction post-scriptum. Et dans ce cas, il n'est pas question d'un ajout sur la Constitution. C'est pour cela qu'elles doivent être amplement pensées, réfléchies, avant d'en exprimer quoi que ce soit, car sa rédaction et sa mise en évidence et sa mise en exergue est l'œuvre des hommes et des femmes qui, intelligemment et sagement, conçoivent ce qui sera d'actualité quasiment pour toujours, et qui mettra d'accord toutes les composantes de la population, demeurant dans une nation, durant toute la période au cours de laquelle l'intégrité territoriale nationale sera manifeste. Quiconque s'attaque à la constitution d'une nation le fait contre le consensus national. Il se révèle alors être un barbare en face de la communauté nationale. Car la Constitution est le consensus national ratifié sur un document tout simplement appelé la Constitution. Elle est l'agrément de tous. Dans les nations civilisées, quiconque défie la Constitution le fait contre tous les membres de la nation, et il s'élève au-dessus de tous les citoyens lambda du pays. C'est ce que devrait reconnaître quiconque est partie intégrante d'une nation. Aussi importe qui devra en être fier, la protéger, envoie une soumission civique et patriotique et citoyenne, car elle appartient à tous, et réglemente la relation humaine avec tous. La Constitution est le fondement même de la loi nationale. Elle est la matrice du bien-être et du mieux-être, et du vivre ensemble dans la nation qui en est nantie d'une. 2.2. L'élaboration de la Constitution centenaire. Comment élaborer une nouvelle Constitution, qui soit une Constitution centenaire, c'est-à-dire, bien fondée sur les aspirations de l'égalité, de liberté, de la justice, de la fraternité, de la paix et de l'amour, de la solidarité, de la convivialité, de l'entraide et de l'assistance sociale mutuelle, de l'équité, de l'intégration communautaire, de l'émancipation patriotique et nationaliste, de la modernisation citoyenne, civile et civique, et de l'abolition de toute inégalité et tout complexe de supériorité et d'infériorité, extra, de chaque membre de la population nationale, sans discrimination aucune, soutenant par ce biais, une stabilité des institutions nationales. Il est question de la Constitution nationale dont l'importance devra couvrir toutes les certitudes et exigences et motivations entières de la population, exprimées par ceux qui se chargeront de son élaboration.
Elle prévoit toutes les variantes à 100 ans en avance sur le coup de l'histoire de la civilisation congolaise. Et toute la vie constitutionnelle cadrant et encadrant le quotidien de tous les Congolais, afin que, comme les puissances internationales, nous ayons une constitution sur laquelle tous les êtres humains devraient s'appuyer, la protéger et s'engager à la défendre, et s'en abriter en cas de et faire qu'elle puisse valoir, dans sa réalisation de leur épanouissement, et les aspirations de tous les Congolais. Qu'elle soit la garantie du fonctionnement adéquat, juste et équitable de toutes les institutions qui en dépendent. La seconde conférence nationale souveraine, produira-t-elle un héritage de constitution sûre? Pourquoi exigeons-nous la seconde conférence nationale souveraine? Parce qu'il faille réconcilier les Congolais depuis la crise politico-militaire qui a consacré le retour aux affaires de l'homme fort de Brazzaville, le sieur Denis Sassou Nguesso. Car après l'organisation d'un dialogue national sans exclusive, en 1998, couronnant la victoire du soldat sur le civil, et légitimant forcément ce coup d'État, un parlement de transition et un gouvernement de transition d'union nationale, en réalité composé en majorité de partisans de Denis Sassou Nguesso, alors que les ténors de l'opposition étaient tous en exil, jamais une activité sociopolitique de grande envergure n'a été entreprise, dans le but de régler tous les contentieux sociopolitiques, issus de cette prise de pouvoir par la force. Et, les populations qui requéraient la stabilité du pouvoir, par une réconciliation nationale, les mettant tous en exergue, n'ont rien obtenu de cela. Cependant, les gagnants de cette guerre de 1997 se sont servis du pouvoir politique, et l'ont confisqué. Il faille une constitution qui devra responsabiliser les Congolais lambda à s'engager dans le développement de nos sociétés. De même qu'il y a une vague de nouveaux présidents qui apparaissent. La nouvelle constitution à la mesure de Sassou, cependant, après une transition de 5 ans, une nouvelle constitution fut élaborée, faite à la juste mesure des ambitions dictatoriales de l'homme fort de Brazzaville. Car le principe de cela aura été taillé sur mesure, en excluant à l'opposition politique la possibilité de se présenter à la magistrature suprême. Cette constitution consacre la naissance d'un régime présidentiel, dont tous les pouvoirs sont concentrés sur l'exécutif, et conséquemment, entre les mains du président de la République. De la sorte, des élections sont organisées en 2002 et ces dernières vont plébisciter Denis Sassou Nguesso, lequel était en position de force politique, en face de près d'une dizaine de mini-candidats, lui-même s'élevant comme le candidat pharaonique. Et l'unique présidentiable dans cette circonstance, à la tête de l'État pour 5 ans. L'apartheid sassouiste-oyocrate fut à son summum. Conséquence, un nouveau parlement est élu. Mais en réalité, alors que la population comprenait le manège et le stratagème du dictateur, il sera plutôt nommé par ce dernier, pour servir à sa conservation du pouvoir à vie. Car, effectivement, il ne sera composé en majorité que par les apparatchiks. Depuis lors, on assiste à un semblant de démocratie. Et à une gestion du pouvoir sans partage de Denis Sassou Nguesso. Entouré rien que des membres de sa famille biologique et politique, ainsi que ses partisans et son clan. Le pouvoir implose à l'intérieur, -1, en pouvoir des Sassou, -2, et celui des Nguesso, puis, -3, en celui du PCT. En conséquence, l'opposition politique est réduite au silence. Et cela, du fait qu'elle a peu de droits constitutionnels. Et que, les institutions sont sous la coupe de l'exécutif, le Parlement est de jure et non de facto, et n'a aucun pouvoir de destitution du gouvernement, lequel ne rend compte qu'au président de la République monopartite, exposant une démocratie de façade sans existence pratique. Car, le président de la République bananière demeure le seul détenteur de tous les leviers de commande du pays. Et c'est cela qu'aura produit ce chauvinisme sociopolitique. Après l'élection de Denis Sassou Nguesso à la tête du pays en 2002, on assiste à une certaine main tendue du président à certains opposants politiques, en vue de les coopter, et les affaiblir ainsi, en réalité. Il procède par édicter des lois d'amnistie, qui seront décrétées, en faveur de certains hommes politiques. Cependant cela ne visait en l'occurrence que des politiciens sans grande envergure et impact politique et socio-économico-politique. Nombreux sont ceux qui décident de rentrer au pays à la faveur de ces lois. Néanmoins, ils ne vont jouer aucun rôle pour dynamiser la vie politique nationale. Et être utile à rendre propice le développement de la nation. Et cela se manifestera ainsi contrairement à ce qui aura eu lieu, lors de la mouvance politique dans les années 1990, trait d'union 1997. Et comble de malheur, plusieurs de ces derniers vont sournoisement, mais aussi, visiblement se ranger du côté du pouvoir dictatorial en place. Surtout, par le fait que sans leur clientélisme, ils mourront de faim et de soif, l'argent de tout un pays,
appartenant qu'au dictateur et à ceux qui œuvrent pour le maintenir au pouvoir. Et, ils vont luire par une ingéniosité machiavélique, pour cimenter cette autocratie. Nombreux d'entre eux vont devenir des piliers de cette dictature. Et, aujourd'hui, certains d'entre eux croupissent dans les prisons, à cause de leur revirement en cette époque actuelle. Car la tyrannie ne cautionnera point ces trahisons, vis-à-vis de ce mouvement et tendance à la cooptation, qui se réalisera par la corruption d'opposants. Cependant, comme nous le savons tous, il y a un seul mentor pour les hommes politiques congolais et les femmes politiques congolaises. Ce qui fera que durant tout ce temps-là, il n'y a pas de nouvelles têtes ni des carrures fortes d'une idéologie révolutionnaire, et détentrices d'une bonne volonté politique courageuse, soucieuse de pouvoir élever les débats politiques. Le paysage politique se roue. Il n'y a point de nouvelles idées dans le paysage sociopolitique congolais. Face à Denis Sassou Nguesso, l'opposition politique est de devanture, sans idéologie, sans conviction, sans inspiration. Mais, ingénieuse au mal et au dessein de la conservation de pouvoir. Tout ce qui aura excellé par une habileté familiale, clanique, ethnique, tribale, territoriale, régionale, et pour compenser la perte de crédibilité du président Denis Sassou Nguesso, envers la population misérable et indigente. Curieusement, nombre d'entre ces opposants par ailleurs, ont, à une certaine époque, participé à une des gouvernances de Denis Sassou Nguesso. Ils ont sauvegardé les liens d'amitié ou des relations politiques qui les unissaient, soit avec lui directement, en tant que mentor, soit avec ses proches, soit avec des pratiques pour lesquelles, au fond, ils se sentent coupables, envers le progrès national qu'ils ont tordu la tête, à un moment ou un autre. Des crimes financiers, des assassinats politiciens, des disparitions sommaires, des incarcérations sans procès équitable, des malversations financières massives, etc. Voilà pourquoi, n'hésitant pas à renouer avec leurs vieux démons, ils ont signé des pactes avec le diable, pour continuer de meurtrir la population absolue. Crucifiés. Ils œuvrent, non pour chercher le développement du pays, mais pour conserver une manne rien qu'à eux. Cependant, aussi curieux que cela paraisse, ces vieux crocodiles de la politique nationale, oligarques kleptocrates, n'avaient jamais changé avec l'amorce de la démocratie, acquise par la venue du multipartisme, grâce à la Conférence nationale souveraine de 1991. Car, plusieurs d'entre les potentats et maniaptistes et apparentés, créant d'autres partis, par complaisance, ou pour se faire voir, ou d'autres espérant ainsi accéder au pouvoir, parce qu'ils se disaient qu'ils furent meilleurs que le dictateur, alors oni, tandis qu'ils avaient tous participé à son enracinement, ou, moins d'eux, ceux qui gagnèrent d'autres formations politiques, n'avaient changé en rien qui soit, leur amorphisme et leur léthargie et leur couardise sociopolitique. 3. Ceux qui reviennent à dire que ces Congolais ne s'étaient qu'éloignés momentanément du PCT ou devinrent des fondateurs de leur parti, consacrant ainsi la vie sociopolitique au multipartisme. Mais, ils n'avaient pas abandonné leur soumission à leur idéologie et philosophie, comme la dictature p'tiste et les partis à tendance communiste ou socialiste. Et du fait qu'ils n'avaient jamais en réalité expérimenté, du renouvellement de leur cœur, ils sont demeurés les mêmes pantins de la dictature sassouiste. En réalité, ils n'avaient jamais subi aucune transformation ni transfiguration politique et idéologique. Et, les guerres civiles que nous avions vécues ne leur ont rien fait au fond d'eux, trait d'union même. Cela n'a pu impacter leur détermination politique. 2.3. Les raisons profondes de l'élaboration d'une constitution centenaire pour le Congo, ce sont les mêmes politiciens qui s'incrustent au pouvoir depuis des décennies, avec les mêmes idées et recettes sociopolitiques, idéologiques, philosophiques. Ils se connaissent parfaitement, nourrissent les mêmes ambitions, se soutiennent mutuellement, sans se remettre en question. Ils vendent, commercent, se marient et marient leurs descendance et même leurs ascendances, vivent des ambiances et autres festivités, pratiquent les mêmes religions, occultisme, secte, obscurantisme, magie, traditionnalisme, athéisme et paganisme, etc. et infine, ils exigent à nouveau l'organisation d'états généraux. Eux qui n'ont même pas compris la différence entre les états généraux et la conférence nationale souveraine de la nation, sans se remettre en cause. Et se dire qu'ils devraient expérimenter le renouvellement. Que ce soit en spiritualité ou en psychologie, en mentalité, en patriotisme, en sociologie, en anthropologie, ou en n'importe quelle science des relations humaines. Se fonder sur le questionnement de la réalisation de leur propre état général à chacun d'eux, ne leur a jamais effleuré du tout. Le faire pour savoir s'ils en sont dignes ou non, ne les préoccupe pas. Comment est-ce qu'ils puissent être d'une bonne volonté dans ce qu'ils requièrent? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce le fait que le pouvoir oligarque et kleptocrate les aurait mis sur le banc?
Que veulent-ils? Tendre un piège aux populations qui en ont marre d'eux? En définitive, Denis Sassou Nguesso a tiré les leçons de l'humiliation subie en 1990, trait d'union 1992. Avec tous les pouvoirs entre ses mains, il paraît utopique de rêver qu'il acceptera à nouveau un vrai dialogue avec une vraie opposition. Trait d'union non soupçonné d'être à sa solde, trait d'union. Voilà pourquoi, je milite pour la seconde conférence nationale souveraine congolaise, qui exprimera forcément ce choc générationnel politique. Aussi, me suis-je entrepris à rassembler les matériaux sociopolitiques dans des ouvrages, pour impacter, non, le devoir de formation, mais aussi, d'information de notre jeunesse, mais encore, me mettre en évidence pour exercer les fonctions, même suprêmes au pays, pour relever la civilisation congolaise. 3. Conclusion au 4e point de mon projet de société congolais, par rapport au fait que nous avions connu plusieurs constitutions en République du Congo 1959, trait d'union 1969, et en République populaire du Congo 1969, trait d'union 1992, et une fois de plus, en République du Congo 1992, trait d'union à nos jours, trait d'union 8, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, trait d'union, et en reconnaissant que, le plus souvent, elles avaient été manifestées, ayant la griffe de Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais devrait apprendre, quelle est l'importance de la Constitution, et pourquoi est-ce que ce dernier fait des mains et des pieds, pour que la Constitution soit faite, à la mesure de sa boulimie du pouvoir. Mais, aussi, il faille savoir que la prolifération de constitutions est synonyme de complaisance de ces constitutions qui sont mal élaborées, de manière partisane. Car si une constitution est écrite de manière factieuse, elle est un danger national. Et, une source de déstabilisation, de stagnation, ou même de recul de la civilisation d'un pays. Mais aussi, il faille comprendre quelle est l'importance de la Constitution, tout en sachant que Denis Sassou Nguesso, le sachant, se cramponne à en écrire celle qui lui soit à son profit. Aussi déclarer que la Constitution de 2015 est un permis de tuer pour le dictateur Sassou III, à cause de son article 96, qui déclare « Aucune poursuite pour des faits, qualifiés crime ou délit, ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercé contre eux. Le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi et significatif. C'est pour cela que nous devrions reconnaître pourquoi, si nous tenons à développer notre nation congolaise, que nous écrivions une constitution, pour laquelle les dirigeants politiques ne devront jamais se jouer, comme le font les dictateurs de nos nations. C'est la rédaction d'une constitution pleinement consensuelle qui crédibilise la souveraineté du peuple congolais. Et nous engagera dans la marche d'une démocratie moderne. Et un peuple qui voudrait se réveiller, songera à régler cette circonstance fondamentale, pour cette période actuelle, au cours de laquelle nous évoluons. Et apprendre à tout le monde que personne ne pourra s'aventurer à manifester sa supériorité en face de la constitution de sa nation. Car la faiblesse de notre nation demeure en ce que les dirigeants gouvernants dans toutes les institutions ne respectent pas la constitution, et ils passent outre en vue de réaliser tout ce qui concourt à leur prédation contre le pays.